Quand Marc et Mathieu Dubois rejoignirent le dojo de karaté de la Voie du Guerrier, ils savaient que ce ne serait pas facile d'être deux des seuls élèves noirs dans cette école majoritairement blanche. Mais ils n'avaient jamais imaginé ce qui les attendait. Dès leur premier jour, Julien Lefebvre et Clément Moreau, deux brutes arrogantes ceintures noires, s'étaient donné pour mission de briser les jumeaux de 14 ans. Mais quand le harcèlement s'intensifia et que Julien ricana à propos de singes apprenant des mouvements humains, ils avaient dépassé les bornes. Ce que les brutes ne réalisaient pas, c'est que chaque soir après leur humiliation, les jumeaux s'entraînaient en secret avec leur père. Les brutes croyaient qu'elles détruisaient méthodiquement deux ceintures jaunes sans défense, mais elles ne pouvaient pas être plus loin de la vérité. Avant d'aller plus loin, dites-moi d'où vous regardez dans le monde et n'oubliez pas de vous abonner, car l'histoire de demain est à ne pas manquer. Le lourd sac de frappe oscillait sous les coups maladroits de Marc Dubois, chaque poing atterrissant avec un bruit sourd qui trahissait son inexpérience. La sueur perlait sur son front, alors qu'il luttait pour exécuter la combinaison que leur instructeur avait démontrée. Jab, direct, crochet. Son timing semblait mauvais, sa posture incertaine. À côté de lui, son frère jumeau Mathieu pratiquait la même séquence, leurs mouvements se reflétant avec la synchronisation inconsciente qui les caractérisait depuis la naissance. Quand Marc déplaçait son poids, Mathieu le faisait aussi. Quand Mathieu ajustait sa garde, Marc suivait sans réfléchir. « Ceinture jaune, par ici !» appela Sensei Robert Michaud de l'autre côté du dojo de karaté de la Voie du Guerrier. L'instructeur de 50 ans se déplaçait entre les élèves avec une autorité exercée, sa ceinture noire usée par des années d'utilisation. Il est temps de travailler les postures de base. Le dojo occupait un local d'angle dans la galerie de la porte est de Clairefontaine, ses murs recouverts de miroirs reflétant le soleil de fin d'après-midi qui filtrait à travers de hautes fenêtres. 20 élèves remplissaient l'espace, la plupart portant des gis blancs avec des ceintures de couleurs marquant leur progression. Les jumeaux Dubois se distinguaient, non seulement comme deux des trois seuls élèves noirs de l'école, mais aussi comme les plus récents membres, ayant obtenu leur ceinture jaune il y a seulement 2 semaines, après 3 mois d'entraînement en ceinture blanche. Marc et Mathieu se déplacèrent vers la zone désignée, leurs mouvements identiques attirant des regards discrets des autres élèves. À 14 ans, ils partageaient la même taille, la même carrure athlétique héritée du basket-ball, et la même expression déterminée qui masquait leur nervosité dans cet espace majoritairement blanc. « Position du cavalier, tenez pendant 1 minute », instruisit Sensei Michaud. Les jumeaux se mirent en position, les cuisses brûlantes alors qu'ils maintenaient le squat aux jambes écartées. Autour d'eux, des élèves plus expérimentés exécutaient des katas avancés avec une précision fluide qui soulignait à quel point les frères étaient nouveaux dans les arts martiaux. Regardez les jumeaux, la voix de Julien Lefebvre porta depuis l'autre bout de la pièce où il s'entraînait avec d'autres ceintures noires. Le ton du jeune homme de 17 ans contenait un amusement qui tendit les épaules de Marc. On dirait 2 singes qui essaient de comprendre les mouvements humains. Clément Moreau ricana à côté de lui. Peut-être qu'ils apprendront plus vite si on leur jette des bananes. Les mots frappèrent Marc comme des coups physiques. Sa posture vacilla, et immédiatement celle de Mathieu aussi, leur connexion trahissant la réaction de son frère. Plusieurs autres élèves avaient entendu les commentaires, leurs yeux allant des jumeaux aux ceintures noires avec une conscience inconfortable. Sensei Michaud, se tenant à moins de 3 mètres, continua son instruction comme si de rien n'était. Gardez ces dos droits, ceinture jaune. La puissance vient d'une base solide. La mâchoire de Mathieu se serra, ses mains se transformant en poings le long de son corps. Marc sentit la colère de son frère comme si c'était la sienne. Leurs liens gémellèrent amplifiant chaque émotion. Quand l'un d'eux souffrait, les deux souffraient. Quand l'un se sentait humilié, la honte doublait. Temps pour les exercices de combat, annonça Sensei Michaud, frappant 2 fois dans ses mains. Mettez-vous en binôme avec quelqu'un de votre niveau. Marc essuya ses paumes moites sur son pantalon de gis
et chercha une autre ceinture jaune. Mais Julien Lefebvre s'approchait déjà d'eux avec ce même sourire prédateur. « Chair fraîche », dit Julien, sa voix calibrée pour amuser ses amis. « Voyons ce que ces deux-là peuvent vraiment faire. Nous devrions nous mettre avec d'autres ceintures jaunes, dit doucement Mathieu, son approche habituellement analytique, essayant de trouver une issue. Non, ne t'inquiète pas. Clément Moreau les rejoignit, sa ceinture noire contrastant vivement avec leur ceinture jaune. Nous allons vous apprendre de vraies techniques, sauf si vous préférez retourner à ce que vous avez appris dans la rue. Le racisme désinvolte dans son ton fit que la vision de Marc se brouilla de colère. Il commença à s'avancer, mais la main de Mathieu attrapa son bras, leurs consciences gémellaires empêchant une confrontation qui n'aurait fait qu'empirer les choses. « Saluez votre partenaire », instruisit Sensei Michaud de l'autre côté de la pièce. Marc se retrouva face à Clément, tandis que Julien se positionnait en face de Mathieu. Les jumeaux échangèrent un regard rapide, une communication muette qui leur avait servi depuis l'enfance. « Restez calmes. Restez ensemble. Survivez à ça. Contact léger seulement, cria Sensei Michaud. Il s'agit de technique, pas de puissance. Le combat commença, et immédiatement Marc sut qu'ils avaient des ennuis. Le premier coup de pied de Clément, prétendument retenu à la dernière seconde, l'attrapa solidement dans les côtes avec assez de force pour lui couper le souffle. L'impact le fit trébucher en arrière, son jeu de jambes inexpérimenté rendant la récupération impossible. « Oups !» dit Clément avec une préoccupation théâtrale. On dirait que ces ceintures jaunes sont encore plus tendres qu'elles n'en ont l'air. Sur le tapis adjacent, Mathieu subissait le même traitement. Les coups de poing, contact léger de Julien, atterrissaient avec une précision qui témoignait d'un ciblage délibéré. Quand Mathieu essaya de contrer avec l'une des combinaisons de base qu'ils avaient apprises, Julien la dévia facilement et répondit par un balayage qui envoya Mathieu s'écraser au sol. « Reste là », dit Julien, sans offrir d'aide. « C'est ta place, de toute façon. » Mathieu se releva, l'embarras et la fureur se disputant sur son visage. Marc ressentit chaque parcelle de l'humiliation de son frère, leur connexion rendant l'abus doublement douloureux. Le combat continua pendant 10 minutes brutales de plus. Les deux jumeaux accumulèrent les ecchymoses, tandis que Julien et Clément maintenaient leur façade d'instruction, leurs commentaires devenant plus audacieux, alors que Sensei Michaud restait ostensiblement concentré sur d'autres élèves. « Peut-être que ton père aurait dû t'inscrire au basket à la place » halta Clément après avoir asséné un autre coup de coude accidentel à l'épaule de Marc. « Contentez-vous de ce pourquoi les vôtres sont doués. »« On n'abandonne pas » dit Marc les dents serrées, goûtant le sang d'une lèvre fendue. « On verra ça » répondit Julien, aidant Mathieu à se relever d'une autre mise au sol brutale, avec une rudesse inutile. Ce dojo a des standards. Alors que la session se terminait enfin, les jumeaux rassemblèrent leur équipement dans un silence douloureux. Tous deux boitaient légèrement. Leur ceinture jaune, un rappel brutal de combien ils avaient été surclassés. Autour d'eux, les autres élèves évitaient le contact visuel, l'inconfort dans la pièce palpable. « Bon travail aujourd'hui », annonça Sensei Michaud à la classe. « Noodles, rappelez-vous, les arts martiaux forgent le caractère par la discipline et le respect. » L'ironie n'échappa à aucun des jumeaux. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, Marc remarqua Julien et Clément qui parlaient à voix basse près du casier à équipement, leur voix juste assez audible pour attraper des fragments. « Ne tiendront pas 1 mois de plus. Papa est probablement en prison de toute façon. Devraient rester dans leur propre genre d'endroit. » Le pas de Mathieu faiblit, et Marc sentit le contrôle de son frère lui échapper. Avant que l'un ou l'autre ne puisse réagir, le pick-up de leur père entra dans le parking, le grondement familier du moteur diesel, annonçant l'arrivée de Daniel Dubois. Dehors, ils essayèrent d'arranger leur visage en expression neutre, mais leurs blessures identiques racontaient une histoire qui serait difficile à expliquer. Daniel Dubois sortit de son camion, sa charpente endurcie par la construction,
se déplaçant avec l'efficacité d'un homme qui avait servi 8 ans dans l'armée avant de fonder sa famille. Ses yeux sombres cataloguèrent immédiatement l'apparence débraillée de ses fils, la façon prudente dont ils se déplaçaient, la désinvolture forcée de leur posture. « Comment s'est passée la classe » demanda-t-il, sa voix portant l'autorité qui avait commandé le respect de subordonnés et de collègues pendant 2 décennies. « Bien » répondirent les 2 garçons en parfait unisson, leur synchronisation gémellaire intacte même dans la tromperie. Daniel les étudia un long moment, son regard s'attardant sur la lèvre fendue de Marc et les avant-bras rougis de Mathieu. « Vous avez appris quelque chose d'utile ?»« Ouais » dit Marc, partageant un regard avec son frère qui contenait des volumes de communication tacite. « On a appris beaucoup de choses. » 3 semaines passèrent, et le schéma devint aussi prévisible que douloureux. Chaque mardi et jeudi soir, les jumeaux arrivaient au dojo avec une détermination renouvelée, seulement pour se retrouver systématiquement brisés par Julien Lefebvre et Clément Moreau. « Rotation des partenaires aujourd'hui », annonça Sensei Michaud lors de leur 6e semaine de cours. « Les élèves avancés aideront les débutants avec les fondamentaux du combat. » Marc sentit son estomac se nouer, alors que les yeux de Julien se verrouillaient sur les siens de l'autre côté de la pièce. Le sourire prédateur devenait aussi familier que son propre reflet. « On dirait que Noël est arrivé en avance », murmura Clément à Julien, assez fort pour que plusieurs élèves l'entendent. Nouvelle cible. La session de combat commença par ce qui semblait être une instruction légitime. Julien démontra une technique de blocage de base à Mathieu, ses mouvements lents et contrôlés pour le bénéfice des parents qui regardaient depuis la zone d'observation. « Tu vois comment je positionne mon bras ?» dit Julien, sa voix portant le ton patient d'un instructeur dévoué. « Essaie !» Mathieu imita le mouvement, et Julien hocha la tête d'un air approbateur. Puis, sans avertissement, son coup suivant glissa au-delà de la garde de Mathieu et l'attrapa au plexus solaire. Mathieu se plia en deux, haletant. « Tu as baissé ta garde » dit Julien avec une fausse préoccupation. « Dans un vrai combat, cette hésitation te fait mal. » Marc s'avança, mais Clément l'intercepta avec une prise ferme sur son épaule. « Ton frère a besoin d'apprendre par lui-même. Sauf si tu penses qu'il est trop faible pour supporter un vrai entraînement. » Le défi flottait dans l'air. Marc savait que refuser signifierait abandonner Mathieu, mais accepter signifiait endurer le type particulier d'instruction de Clément. « Je peux supporter tout ce que tu as, » dit Marc, sa voix plus stable qu'il ne se sentait. Le sourire de Clément s'élargit. « Bien, travaillons les combinaisons. » Ce qui suivit fut 20 minutes d'abus systématiques déguisés en entraînement. Les coups de Clément atterrissaient constamment plus fort que nécessaire. Ces corrections, accompagnées de bousculades et de croche-pieds, qui envoyaient Marc s'étaler sur le tapis. « Tu es trop agressif », dit Clément, après avoir fait tomber Marc avec un balayage de jambes. « Les vôtres pensent toujours que la force résout tout, mais les arts martiaux, c'est une question de contrôle. » La connotation raciale était assez subtile pour maintenir une dénégation plausible, tout en étant assez profonde pour faire saigner. Marc sentit sa colère monter, le feu familier que Mathieu l'aidait toujours à contrôler. Mais son frère était de l'autre côté du tapis, aux prises avec son propre tourment. Pendant ce temps, Mathieu luttait avec les démonstrations de plus en plus violentes de Julien. Chaque technique semblait aboutir à ce que Mathieu se retrouve sur le dos, essoufflé et désorienté. « Peut-être devrais-tu envisager un autre passe-temps » suggéra Julien en aidant Mathieu à se relever d'une autre projection brutale. « Quelque chose de plus naturel pour toi. Le basket, peut-être? La course ?»« Je n'abandonne pas » dit Mathieu, sa détermination tranquille lui valant un autre exercice punitif. De sa position près du bureau d'accueil, Sensei Michaud observait les sessions avec une satisfaction apparente. Lorsque des parents inquiets posaient des questions sur l'intensité de l'entraînement, il parlait de forger le caractère par l'adversité. Les arts martiaux traditionnels ne sont pas pour tout le monde, expliqua-t-il à une mère dont le fils avait demandé à changer de partenaire. Nous maintenons des standards élevés ici.
Après le cours, les jumeaux s'assirent dans le camion de leur père, des poches de glace pressées contre diverses blessures. Le silence s'étira entre eux, rempli de frustration partagée et d'un désespoir croissant. « Papa va finir par s'en rendre compte », dit finalement Mathieu, ajustant la glace sur ses côtes meurtries. « On lui dit qu'on apprend », répondit Marc. « Ce qui est vrai. »« Apprendre quoi? Qu'on n'a pas notre place ici ?» Marc se tourna pour étudier le profil de son frère. Bien qu'étant jumeaux, leur réaction à l'adversité avait toujours différé. Marc brûlait vite et fort, tandis que Mathieu intériorisait tout jusqu'à ce que cela le consume de l'intérieur. « Nous avons notre place où nous voulons être », dit Marc fermement. « Ce n'est pas à eux de décider ça pour nous. » Dis ça à mes côtes. 2 jours plus tard, Daniel Dubois prit une décision inattendue. Au lieu de déposer les garçons à l'entrée du dojo, il se gara et les accompagna à l'intérieur, affirmant qu'il voulait observer un cours. Les jumeaux échangèrent des regards nerveux alors que leur père s'installait dans le petit coin salon réservé aux parents. La présence de Daniel modifia immédiatement l'atmosphère, sa prestance militaire et sa protection évidente créant un tampon que les garçons n'avaient pas connu depuis des semaines. « Monsieur Dubois », Sensei Michaud s'approcha avec une courtoisie professionnelle. « Ravi de voir un parent s'intéresser à l'entraînement de ses enfants. »« Toujours intéressé par l'éducation de mes garçons », répondit Daniel, son ton neutre mais ses yeux vifs alors qu'ils inspectèrent la pièce. Le cours de ce soir-là se déroula différemment. Julien et Clément maintinrent leur rôle d'élèves seniors, mais leurs commentaires devinrent plus subtils, leur contact physique plus soigneusement contrôlé. Les sous-entendus raciaux persistèrent, mais livrés avec une précision chirurgicale conçue pour éviter la détection par des observateurs adultes. « Bon effort aujourd'hui », dit Julien à Mathieu après une session de grappling particulièrement brutale. « Tu t'améliores vraiment. Ton père doit être fier de la façon dont tu t'adaptes à notre environnement. » Le mot « s'adapter » portait une signification indubitable, mais livré avec une telle sincérité apparente que Daniel, observant de l'autre côté de la pièce, ne vit rien d'autre que de l'encouragement. Clément employa des tactiques similaires avec Marc, offrant des éloges teintés de condescendance. « Tu deviens meilleur pour suivre les directives. C'est bien de te voir apprendre ta place dans la hiérarchie. » Après le cours, Daniel parla brièvement avec Sensei Michaud des progrès des garçons. « Ce sont des élèves dévoués, » dit l'instructeur. « Un athlétisme naturel, mais ils doivent comprendre que les arts martiaux, c'est plus que de la capacité physique. Il s'agit de s'intégrer dans un environnement structuré. »« Ce sont de bons enfants, » répondit Daniel. « Ils ont été élevés pour respecter l'autorité et travailler dur. Je le vois bien. Avec les bons conseils, ils trouveront leur juste place ici. » L'expression « juste place » résonna avec des implications subtiles qui échappèrent à la conscience de Daniel, mais frappèrent les 2 jumeaux comme des coups physiques. Pendant le trajet du retour, Daniel exprima sa satisfaction quant à ce qu'il avait observé. « On dirait que vous recevez un bon entraînement là-bas, les garçons. Ce Michaud mène bien sa barque. »« Oui, monsieur, » répondirent les 2 garçons, leur réponse synchronisée, masquant l'amère ironie de l'approbation de leur père. Ces élèves plus âgés semblent serviables aussi. C'est bien de voir des jeunes expérimentés prendre les nouveaux sous leur aile. Marc regarda par la fenêtre passager, observant les rues familières défiler. L'interprétation des événements par son père lui donnait l'impression de vivre dans une réalité alternative, une où le mentorat remplaçait le tourment, où les conseils masquaient une humiliation systématique. « Ils nous apprennent beaucoup », dit doucement Mathieu depuis la banquette arrière. Et techniquement, c'était vrai. Ils apprenaient sur le racisme institutionnel, sur la façon dont les figures d'autorité pouvaient permettre l'abus par un aveuglement volontaire, sur la façon dont les victimes pouvaient être isolées, même dans des pièces bondées. « C'est ce que j'aime entendre », dit Daniel, se garant dans leur allée. « Les arts martiaux forgent le caractère. Ça t'apprend à gérer tout ce que la vie te lance. » Alors qu'ils rassemblaient à leur sac d'équipement, Marc croisa le regard de son frère à la lumière du plafonnier du camion.
La même pensée passa entre eux sans mots. Ils géraient ce que la vie leur lançait, mais pas de la manière dont leur père l'imaginait. Cette nuit-là, allongés dans leur chambre partagée, les jumeaux parlèrent enfin ouvertement de leur situation. « Ça ne s'améliore pas », murmura Mathieu dans l'obscurité. « Je sais. Et si on disait la vérité à papa ?» Marc réfléchit à cela. Leur père leur avait toujours appris à mener leur propre bataille, à ne jamais fuir les défis, à gagner le respect par la persévérance. Comment pourrait-il expliquer que le système lui-même était truqué contre eux? Il ne le croirait pas, dit finalement Marc. Il a vu Michaud ce soir. Il a vu Julien et Clément. Tout lui a semblé normal, parce qu'ils ont fait en sorte que ça paraisse normal. Exactement. Et si on se plaint, on passe pour des lâches, comme si on ne pouvait pas supporter un vrai entraînement. Mathieu resta silencieux si longtemps que Marc crut qu'il s'était endormi. Puis la voix de son frère traversa l'obscurité, portant une résolution qui égalait la détermination brûlante de Marc. Alors, on devient meilleur. Assez fort pour qu'il ne puisse plus nous faire de mal. Comment? Ce sont des ceintures noires. On vient juste d'avoir nos ceintures jaunes. Je ne sais pas encore, admit Mathieu, mais il doit y avoir un moyen. Dehors, la rue de banlieue reposait paisiblement sous les lampadaires. Une image du rêve américain pour lequel leurs parents avaient tant travaillé. À l'intérieur de la chambre, 2 garçons de 14 ans planifiaient leur survie dans une guerre que leur père ne pouvait pas voir et que leurs instructeurs refusaient de reconnaître. La 8e semaine de cours commença comme toutes les autres, avec Marc et Mathieu rassemblant leur équipement pendant que leur père finissait son café dans la cuisine. Daniel avait fait des heures supplémentaires sur un projet commercial, son épuisement évident dans les cernes sombres sous ses yeux. « Vous avez besoin que je vous ramène ce soir, les garçons ?» demanda-t-il en vérifiant sa montre. « Je pourrais peut-être passer après ma réunion avec l'électricien. »« On peut marcher, » dit rapidement Marc. La dernière chose dont ils avaient besoin était que leur père assiste à une autre session d'abus déguisés. « Il fait nuit plus tôt maintenant, » souligna Daniel. « Ça ne me dérange pas de venir vous chercher. »« Vraiment, papa, ça va, » ajouta Mathieu. « L'air frais nous aide à nous rafraîchir après l'entraînement. » Daniel les étudia un moment, puis hocha la tête. « D'accord. Mais appelez si vous changez d'avis. » Au dojo, la soirée commença par la pratique des katas de base. Les jumeaux avaient travaillé leur technique à la maison, utilisant des vidéos en ligne pour compléter leur instruction limitée. Et leur amélioration était notable. Tant pour les exercices en binôme, annonça Sensei Michaud. Aujourd'hui, nous travaillons les techniques défensives contre plusieurs attaquants. L'exercice était conçu pour les élèves avancés, mais d'une manière ou d'une autre, les jumeaux se retrouvèrent sélectionnés comme partenaires de démonstration. Julien et Clément se portèrent volontaires pour montrer la technique appropriée, leur empressement soulevant des signaux d'alarme qui passèrent inaperçus auprès de leur instructeur. « La clé est de rester mobile », expliqua Julien à la classe qui regardait, alors que lui et Clément encerclaient les jumeaux. En infériorité numérique, vous ne pouvez pas planter vos pieds et échanger des coups. Ce qui suivit fut une démonstration magistrale de violence sanctionnée. Sous prétexte de démontrer des principes défensifs, Julien et Clément soumirent les jumeaux à un assaut soutenu qui les laissa tous les deux ensanglantés et désorientés. « Vous voyez comment ils essaient de reculer » cria Clément en balayant les jambes de Mathieu, l'envoyant s'écraser au sol. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Les instincts naturels ne fonctionnent pas dans les vrais arts martiaux. Marc tenta d'aider son frère à se relever. Mais Julien l'intercepta avec un coup de genou qui le plia en deux. « Concentre-toi d'abord sur ta propre survie », instruisit Julien à la classe tout en écrasant le visage de Marc contre le tapis. « Tu ne peux pas aider ton partenaire si tu es au sol, là où est ta place. » La démonstration se poursuivit pendant 15 minutes brutales. Chaque fois qu'un jumeau tentait de récupérer, l'autre était ciblé, les maintenant tous les deux en déséquilibre et incapables de monter une défense efficace. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour ce niveau d'entraînement, ajouta Julien, aidant Mathieu à se relever avec une prise
qui laissa des ecchymoses en forme de doigts sur son bras. Alors que le cours se terminait, les jumeaux rassemblèrent leur équipement avec un stoïcisme exercé. Leur corps leur faisait mal, leur fierté était brisée, mais ils avaient survécu à une autre session. À l'extérieur du dojo, ils furent surpris de voir le pick-up de leur père entrer dans le parking. La réunion de Daniel avec l'entrepreneur s'était terminée plus tôt, et il avait décidé de leur faire la surprise de les ramener à la maison. À travers les grandes vitres avant, ils pouvaient voir Julien et Clément rire avec d'autres élèves près du casier à équipement. Leur voix portait clairement à travers la vitre. « Tu as vu à quelle vitesse ils sont tombés ?» disait Clément. Comme s'ils n'avaient jamais été dans un vrai combat avant. « Ils ont probablement appris tout ce qu'ils savent dans la rue, » répondit Julien. « Aucune discipline, aucune technique. Juste des coups désordonnés, comme des animaux. » Le sang de Daniel se glaça, alors que les implications raciales le frappaient. Puis ses fils sortirent du bâtiment. Même dans la faible lumière du parking, l'étendue de leurs blessures était impossible à manquer. La lèvre de Marc était fendue et enflée, son gis déchiré à l'épaule. Mathieu se déplaçait avec la démarche prudente de quelqu'un qui soignait des côtes meurtries. L'entraînement militaire de Daniel prit immédiatement le dessus. Il avait vu assez de soldats blessés pour reconnaître un abus systématique. « Montez dans le camion », dit-il doucement, sa voix portant une fureur contenue. À la maison, sous les dures lumières de la cuisine, l'étendue complète de leurs blessures devint indéniable. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il. « Papa, ce n'est pas… » commença Marc. « Depuis combien de temps ?» répéta Daniel, sa voix de commandement coupant court à toute dérobade. « Depuis le début, » dit doucement Mathieu. « Depuis notre premier jour. » L'histoire se déversa. 8 semaines de brutalisation systématique pendant que Daniel louait leur développement de caractère. « L'instructeur a vu tout ça ?» demanda-t-il. « Il était juste là, » dit Marc. « Mais quand tu es venu, ils ont tout fait paraître normal. » Daniel fit les 100 pas jusqu'à la fenêtre, son reflet montrant un homme aux prises avec des décisions qui définiraient l'avenir de sa famille. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Mathieu. Daniel resta silencieux un moment, son esprit passant en revue les options avec une précision militaire. Puis, il prit sa décision. « On leur donne une chance de réparer ça. Je parlerai à Michaud demain. »« Et s'ils n'écoutent pas ?» demanda Marc. Le sourire de Daniel ne contenait aucune chaleur. « Alors, on s'en occupera nous-mêmes. » Cette nuit-là, Daniel récupéra un sac de frappe lourd et des pattes d'ours de son garage. Si le système ne protégeait pas ses fils, il leur donnerait les outils pour se protéger eux-mêmes. Le lendemain soir, Daniel entra dans le dojo d'un pas déterminé. Sensei Michaud leva les yeux de son bureau d'accueil avec une courtoisie professionnelle qui se transforma rapidement en inquiétude. « Monsieur Dubois, que puis-je faire pour vous ? Nous devons parler de mes fils et de ce qui se passe dans vos cours. » Le visage de Michaud resta neutre, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. « Bien sûr. Passons dans mon bureau. » Alors qu'ils se dirigeaient vers l'arrière, Julien et Clément levèrent les yeux de leurs échauffements, leurs expressions passant de l'arrogance à l'inquiétude. Tout était sur le point de changer. Daniel suivit Sensei Michaud dans le bureau exigu, derrière le comptoir d'accueil, ses yeux détaillant les certificats encadrés, les photos de tournois et les affiches de motivation qui décoraient dans les murs. Tout dans cet espace projetait l'autorité et la tradition, exactement le genre d'environnement qui pouvait cacher des abus systématiques derrière un vernis de respectabilité. « Asseyez-vous, je vous prie, » dit Michaud, s'installant derrière son bureau avec la confiance désinvolte d'un homme qui avait déjà eu affaire à des parents difficiles. Quel semble être le problème? Daniel resta debout, sa charpente endurcie par la construction remplissant le petit espace d'une tension à peine contenue. « Mes fils se font tabasser dans vos cours depuis 2 mois. Harcelés systématiquement, ciblés par des commentaires racistes et physiquement maltraités par vos élèves ceinture noire. » L'expression de Michaud se mua en une préoccupation de commande. « Monsieur Dubois, je comprends que l'entraînement puisse être intense, surtout pour les nouveaux élèves.
Mais ce que vous décrivez ne ressemble pas au programme que nous menons ici. Julien Lefebvre et Clément Moreau utilisent mes garçons comme des punching balls, continua Daniel, sa voix calme mais dangereuse. Sous votre supervision, devant d'autres élèves, et vous n'avez rien fait pour l'arrêter. Ce sont des accusations graves, répondit Michaud en se penchant en arrière dans son fauteuil. Julien et Clément sont des élèves exemplaires, issus de familles respectées. Ils s'entraînent ici depuis des années. L'accent mis sur « famille respectée » n'échappa pas à Daniel. Êtes-vous en train de dire que mes fils mentent? Je dis que les jeunes interprètent parfois mal une instruction ferme comme du harcèlement. L'entraînement aux arts martiaux peut être difficile, et tout le monde n'y est pas adapté. Les mains de Daniel se serrèrent en poing. Hier soir, j'ai entendu ces garçons traiter mes fils d'animaux, faire des blagues sur les combats de rue. Allez-vous me dire que c'est une instruction ferme? Le sang-froid de Michaud se fissura légèrement. Je n'étais pas au courant d'un langage inapproprié. Si quelque chose a été dit, vous étiez à 3 mètres quand c'est arrivé. N'insultez pas mon intelligence. Le silence s'étira entre eux, lourd de menaces tacites et de responsabilités bafouées. Michaud s'éclaircit la gorge et remua quelques papiers sur son bureau. « Peut-être pouvons-nous trouver une solution qui convienne à tout le monde », dit-il finalement. Les familles Lefebvre et Moreau ont été d'importants soutiens pour ce dojo. Leurs contributions aident à maintenir nos portes ouvertes et à fournir des bourses à d'autres élèves. Donc, vous les protégez parce qu'ils vous paient. Je maintiens un équilibre délicat qui profite à toute la communauté de l'école. Vos fils sont des jeunes hommes capables, mais ils seraient peut-être plus heureux dans un environnement différent, quelque chose de plus adapté à leur milieu. Daniel s'approcha du bureau, sa voix baissant jusqu'à un murmure qui portait plus de menaces que n'importe quel cri. Leur milieu? Vous voulez dire être noir. Je veux dire être nouveau dans des environnements d'entraînement structurés. Certains élèves s'adaptent mieux que d'autres à la discipline traditionnelle. Discipline traditionnelle? C'est comme ça que vous appelez 2 ceintures noires qui tabassent des ceintures jaunes pendant que vous regardez? Michaud se leva, égalant la posture agressive de Daniel. Monsieur Dubois, je dirige ce dojo depuis 15 ans. Je connais la différence entre l'entraînement et l'abus. Si vos fils ont du mal avec l'intensité de notre programme, ils n'ont pas de mal, ils sont ciblés. Alors peut-être que ce n'est pas la bonne école pour eux. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un gant jeté. Daniel étudia le visage de Michaud, voyant le calcul derrière les yeux de l'homme. Ce n'était pas de l'ignorance ou de la négligence, c'était une complicité délibérée, déguisée en nécessité commerciale. Alors c'est votre solution? Mes fils partent tranquillement, et vous continuez à prendre de l'argent à des parents racistes pour laisser leurs enfants terroriser quiconque ne correspond pas à leur idée de ce qui a sa place ici? J'essaie de trouver une résolution pratique à une situation difficile. Daniel se tourna vers la porte, puis s'arrêta. Vous avez jusqu'à demain soir pour régler ça. Transférez ces garçons dans d'autres cours, disciplinez-les publiquement, faites clairement savoir que le harcèlement cesse maintenant. Peu importe ce qu'il faudra. Et si je ne le fais pas? Le sourire de Daniel était glacial. Alors je m'en occupe à ma façon. À l'extérieur du bureau, le cours du soir commençait. Par l'embrasure de la porte, Daniel pouvait voir ses fils s'échauffer avec d'autres élèves, leurs mouvements encore prudents suite aux blessures de la nuit précédente. Julien et Clément étaient de l'autre côté de la pièce, leur langage corporel détendu et confiant. Pendant ce temps, à l'intérieur du bureau, Michaud se rassit lourdement, son esprit parcourant les implications de l'ultimatum de Daniel. Les familles Lefebvre et Moreau contribuaient à plus de 30% des revenus du dojo par le biais des cotisations mensuelles, des cours particuliers et des achats d'équipements. Les perdre signifierait réduire les programmes, licencier du personnel, voire fermer complètement. Mais Daniel Dubois avait l'air d'un homme qui pensait exactement ce qu'il disait. De retour à la maison des Dubois, les jumeaux étaient assis à la table de la cuisine, faisant leurs devoirs pendant que leur père était au dojo. Les 2 garçons jetaient constamment des coups d'œil à l'horloge.
l'anxiété montant à mesure que les minutes s'égrenaient. « Qu'est-ce que tu crois qu'il va dire » demanda Mathieu, son crayon tapotant nerveusement contre son manuel de mathématiques. « Tout ce qui doit être dit », répondit Marc, mais sa propre tension était évidente dans la façon dont il serrait son stylo. « Et si ça empire les choses ?» Marc leva les yeux de son devoir d'histoire. « Comment pourraient-elles empirer ? Ils essaient déjà de nous briser. Ils pourraient vraiment nous briser. Ou nous faire expulser. Peut-être que ce ne serait pas la pire des choses. » Mathieu fixa son frère. Malgré leur lien gémellaire, la volonté de Marc de brûler les ponts le surprenait parfois. « Tu veux abandonner ? Je veux être quelque part où on ne nous traite pas comme des ordures tous les jours. Mais je veux aussi prouver que nous avons notre place, où que nous choisissions d'être. Ces deux choses pourraient ne pas être compatibles. Alors nous les rendrons compatibles. » La porte d'entrée s'ouvrit, et les deux garçons levèrent les yeux alors que leur père entrait. L'expression de Daniel était sombre, sa prestance militaire plus prononcée que d'habitude. « Comment ça s'est passé ?» demanda Marc. Daniel accrocha ses clés au crochet près de la porte et les rejoignit à table. Michaud se soucie plus de ses donateurs que de ses élèves. Il a pratiquement admis qu'il sait ce qui se passe et ne compte pas l'arrêter. « Alors, quoi maintenant ?» demanda Mathieu. Daniel resta silencieux un moment, étudiant les visages de ses fils. Ces garçons avaient hérité de son entêtement et de la boussole morale de leur mère. Ils ne reculeraient pas devant un combat, surtout un qui impliquait des questions fondamentales de dignité et de respect. Maintenant, nous nous préparons à la possibilité que parler ne résolve pas ce problème. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Marc, bien que quelque chose dans le ton de son père suggéra qu'il le savait déjà. « Ça veut dire que si le système ne vous protège pas, je vous apprendrai à vous protéger vous-même. Vraiment vous protéger. » Mathieu sentit un frisson d'anticipation mêlé de peur. « Tu parles de se battre ? Je parle de survie. De s'assurer que personne ne pose plus jamais la main sur vous sans conséquence. » Cette nuit-là, Daniel dégagea de l'espace dans le garage et suspendit le sac de frappe lourd qu'il avait récupéré du débarras. Les jumeaux regardèrent leur père transformer l'atelier banal en quelque chose qui ressemblait plus à une installation d'entraînement. « Votre mère n'a pas besoin de savoir ça pour l'instant, » dit Daniel en testant la stabilité du sac. « Ça reste entre nous, jusqu'à ce qu'on voit comment les choses évoluent au dojo. »« Qu'est-ce que tu vas nous apprendre exactement ?» demanda Marc. Le sourire de Daniel était acéré de promesses. « Tout ce que j'ai appris en 8 ans d'entraînement au combat militaire. Tout ce qu'ils n'enseignent pas dans les jolis dojos avec de jolies règles. »« Est-ce que c'est légal ?» demanda Mathieu. « La légitime défense est toujours légale. Et après ce que j'ai vu ce soir, ce qui vous a été fait, tout ce que vous ferez pour vous protéger sera justifié. » Les jumeaux échangèrent un regard qui contenait des volumes de communication silencieuse. Leur père leur offrait quelque chose que le dojo n'avait jamais eu. Un vrai pouvoir, une vraie protection, un vrai respect. « Quand est-ce qu'on commence ?» demanda Marc. « Tout de suite, » répondit Daniel en enfilant une paire de pattes d'ours. « Parce que demain soir, on saura si Michaud tient parole. Et s'il ne le fait pas ?» Il laissa la phrase en suspens. Mais l'implication était claire. Le temps de la discussion était presque terminé. Le temps de l'action commençait. Le garage semblait différent à 10 heures ce soir-là, transformé d'un espace de travail banal en quelque chose qui vibrait de dessein et de possibilités. Daniel avait sorti son camion et réarrangé les outils et l'équipement pour créer une zone d'entraînement ouverte. Le sac de frappe lourd pendait d'une poutre renforcée, oscillant légèrement dans l'air frais du soir. « Première leçon, » dit Daniel, en roulant ses mains de bandes de tissu. « Tout ce que vous avez appris dans ce dojo est conçu pour vous rendre prévisible. Posture traditionnelle, combinaison traditionnelle, réponse traditionnelle. Dans un vrai combat, être prévisible vous fait mal. » Marc et Mathieu se tenaient côte à côte, portant encore leurs vêtements d'école, incertains de ce qu'il fallait attendre de la version des arts martiaux de leur père. « Papa, on essaie de blesser personne, » dit prudemment Mathieu. « On veut juste qu'il nous laisse tranquilles. » Le rire de Daniel était sans humour.
Mon fils, ils te font du mal depuis 2 mois. Il ne s'agit pas de commencer des bagarres. Il s'agit de les terminer rapidement quand elles commencent avec toi. Il démontra une posture de base qui ne ressemblait en rien à ce qu'ils avaient appris au dojo. Plus basse, plus mobile, les mains positionnées pour frapper plutôt que pour bloquer. Dans l'armée, nous n'avions pas le temps pour les katas sophistiqués ou les techniques élaborées. Nous avons appris à neutraliser les menaces efficacement et à passer à autre chose. C'est ce que je vais vous apprendre. Pendant l'heure suivante, Daniel les fit passer par des exercices qui mettaient l'accent sur la vitesse, l'agressivité et le ciblage des zones vulnérables. Pas de combat ritualisé, pas de coups retenus, pas de souci des règles de tournoi. Frappez au plexus solaire, à la gorge, au genou, instruisit-il, tenant des pattes d'ours pour que Marc frappe. Ne vous souciez pas d'avoir l'air élégant. Souciez-vous de vous assurer que l'autre type ne peut pas continuer. Les jumeaux s'adaptèrent rapidement, leur athlétisme naturel et des mois d'entraînement de base fournissant une fondation sur laquelle Daniel construisit avec une précision militaire. Plus importante encore, ils commencèrent à comprendre le changement mental que leur père leur enseignait, passer de victimes défensives à défenseurs agressifs. « La prochaine fois que ce gamin Clément t'attrape, dit Daniel à Marc, tu n'essaies pas d'échapper à la prise. Tu l'utilises pour te rapprocher et le frapper là où ça compte. Et si on a des ennuis ? Demanda Mathieu. Pour vous être défendu contre des brutes avérées, laissez-les essayer d'expliquer ça à votre mère. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la famille Lefebvre dînait en discutant des progrès de leur fils en arts martiaux. Richard Lefebvre, un agent d'assurance prospère, était fier de l'avancement de Julien dans les grades de ceinture et de sa position comme l'un des élèves seniors du dojo. Sensei Michaud a mentionné qu'il pourrait y avoir quelques problèmes avec les nouveaux élèves, dit Richard en coupant son steak. Quelque chose à propos de différences culturelles affectant la dynamique de l'entraînement. Julien hocha la tête, gardant une expression neutre. Il y a ces jumeaux qui ont commencé il y a quelques mois. Ils ont du mal à s'adapter à la discipline. Quel genre de problème ? Demanda sa mère. Ils se frustrent facilement. Parfois, ils ne montrent pas le respect dû aux élèves seniors. Michaud travaille avec eux, mais ils ne sont peut-être pas faits pour les arts martiaux traditionnels. Richard fronça les sourcils. C'est regrettable, mais tout le monde n'est pas fait pour le genre de formation du caractère que procurent les vrais arts martiaux. Exactement, acquiesça Julien. Certaines personnes ne sont tout simplement pas taillées pour ça. La conversation se poursuivit sur ce ton, Julien construisant soigneusement un récit qui le positionnait, lui et Clément, comme des mentors patients ayant affaire à des élèves difficiles. Ses parents écoutaient avec la satisfaction de gens dont la vision du monde était confirmée. Certaines familles comprenaient la discipline et le respect, tandis que d'autres, tout simplement pas. De retour dans le garage des Dubois, la séance d'entraînement s'intensifiait. Daniel était passé des frappes de base aux attaques combinées et aux contres défensifs. Ils vont essayer d'utiliser leur taille et leur grade de ceinture pour vous intimider, dit-il, tournant autour des jumeaux avec une concentration prédatrice. Mais la taille ne signifie rien si vous êtes plus rapide et plus agressif qu'ils ne s'y attendent. Il démontra une séquence qui impliquait de réduire la distance, de frapper plusieurs cibles et de créer de l'espace pour des attaques de suivi. Les mouvements étaient brutaux dans leur efficacité, conçus pour submerger plutôt que pour surpasser techniquement un adversaire. Il ne s'agit pas d'être de meilleurs artistes martiaux qu'eux, expliqua Daniel. Il s'agit d'être de meilleurs combattants. Il y a une différence. Marc lança une combinaison qui atterrit solidement sur les pattes d'ours, l'impact résonnant à travers le garage. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit puissant plutôt qu'impuissant. C'est ça, encouragea Daniel. Maintenant, ajoute le coup de genou qu'on a pratiqué. Ne leur donne pas le temps de récupérer. Les progrès de Mathieu étaient tout aussi spectaculaires. Sa nature analytique l'aidait à comprendre les principes tactiques derrière chaque technique, tandis que sa colère refoulée fournissait le carburant émotionnel pour les exécuter avec conviction. « Rappelez-vous,
dit Daniel alors qu'il finissait. Pour la nuit, cet entraînement reste entre nous. Au dojo, vous agissez comme d'habitude. Ne leur faites pas savoir ce que vous apprenez ici. Combien de temps on continue à faire semblant? Demanda Marc. Le sourire de Daniel était acéré d'anticipation. Jusqu'à ce que le bon moment se présente. Et croyez-moi, il se présentera. Le lendemain soir au dojo, les jumeaux retournèrent à leur routine habituelle de harcèlement et d'abus systématiques. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans leur attitude. Ils encaissaient toujours les coups, absorbaient toujours les insultes, mais leur réaction était différente. Plus contrôlée, plus calculatrice. « Tu deviens meilleur pour encaisser les punitions », observa Clément après une session de combat particulièrement brutale. « Peut-être que tu apprends enfin ta place ici. » Marc le regarda fixement. « On apprend beaucoup de choses. » Julien remarqua aussi le changement. « Il semble moins réactif ce soir », mentionna-t-il à Clément pendant une pause boisson. « D'habitude, ils deviennent plus frustrés à mesure que la session avance. »« Peut-être qu'ils abandonnent enfin, » répondit Clément. Il était temps. Mais abandonner était la dernière chose à laquelle pensaient les jumeaux. Alors qu'ils enduraient une autre nuit de torture déguisée, ils cataloguaient mentalement les styles de combat de leurs tortionnaires, identifiant les faiblesses, planifiant des réponses qu'ils ne pouvaient pas encore exécuter. Sensei Micho, pendant ce temps, devenait de plus en plus mal à l'aise avec la situation. L'ultimatum de Daniel Dubois pesait lourdement sur son esprit, mais les réalités financières de la gestion du dojo rendaient tout changement significatif impossible. Après le cours, il prit Julien et Clément à part. « J'ai besoin que vous soyez très prudents avec les jumeaux Dubois, » dit-il doucement. « Leur père a fait quelques plaintes, et je ne veux pas d'attention inutile sur nos méthodes d'entraînement. »« Quel genre de plaintes ?» demanda Julien. « Les préoccupations habituelles des parents concernant l'intensité. Rien de grave, mais nous devons être intelligents dans la façon dont nous gérons les choses. » Les yeux de Clément se rétrécirent. « Tu veux dire qu'on doit y aller doucement avec eux ? Je dis que nous devons être plus subtils. Assurez-vous que tout ressemble à un entraînement légitime si quelqu'un regarde. » Les deux adolescents échangèrent un regard qui en disait long. Ils comprenaient le jeu qui se jouait. Maintenir l'abus, mais améliorer l'apparence. C'était un défi qu'ils étaient impatients d'accepter. Alors que les jumeaux rassemblaient leur équipement après le cours, ils pouvaient sentir le changement d'atmosphère. Leurs tortionnaires s'adaptaient, devenant plus prudents, mais non moins engagés dans leur campagne de harcèlement. « Ils vont être plus prudents maintenant », observa Mathieu pendant le trajet du retour. « Bien, » répondit Marc. « Prudent signifie prévisible, et prévisible signifie que nous pouvons nous préparer exactement à ce qu'ils vont faire. » La séance d'entraînement de cette nuit-là dans le garage se concentra sur la parade des techniques spécifiques qu'ils avaient observées chez Julien et Clément. L'expérience militaire de Daniel fournissait des aperçus sur la lecture des adversaires et l'exploitation de leurs hypothèses tactiques. « Ils s'attendent à ce que vous vous battiez comme des ceintures jaunes, » dit-il, tenant une patte d'ours pendant que Marc pratiquait des combinaisons à courte portée. « Quand le moment viendra, vous vous battrez comme des soldats. » La transformation était remarquable. En seulement 2 séances d'entraînement, les jumeaux avaient commencé à se défaire de leur mentalité de victime et à embrasser quelque chose de bien plus dangereux, l'état d'esprit de prédateurs attendant leur moment pour frapper. 4 semaines d'entraînement secret avaient transformé le garage des Dubois en un laboratoire de champ de bataille. Le sac de frappe portait les marques d'innombrables combinaisons et le sol en béton montrait des éraflures là où les jumeaux avaient pratiqué des exercices de jeu de jambes jusqu'à ce que la mémoire musculaire remplace la pensée consciente. « Les inscriptions au tournoi se terminent demain », annonça Daniel, posant le magazine local d'arts martiaux qui présentait des publicités pour l'Open Tricontal à venir. « Vous êtes prêts à prendre une décision, les garçons ?» Marc essuya la sueur de son front, sa respiration régulière malgré l'intense séance d'entraînement qu'ils venèrent de terminer. 1 mois d'instruction de son père avait ajouté de la définition musculaire à sa carrure et de la confiance à ses mouvements. « On est prêt »,
dit-il sans hésitation. Mathieu était plus silencieux, étudiant le prospectus du tournoi avec une intensité analytique. « Papa, ça dit qu'ils ont des divisions pour différents niveaux de ceinture. On concourrait contre d'autres ceintures jaunes. »« Pas si vous vous inscrivez dans la division Open, » répondit Daniel, son ton portant des implications qui firent que les deux garçons levèrent brusquement les yeux. « La division Open est pour tout le monde, quel que soit le grade, » dit lentement Marc, la compréhension naissant dans sa voix. « Y compris les ceintures noires. »« Y compris Julien et Clément, » ajouta Mathieu. Daniel hocha la tête. « La question est de savoir si vous êtes prêt à montrer à tout le monde ce que vous avez vraiment appris. Pas seulement vous défendre, mais dominer des adversaires qui pensent qu'ils vous sont supérieurs. » Le garage tomba dans le silence, à l'exception du léger grincement de la chaîne du sac de frappe. C'était le moment vers lequel tout leur entraînement avait convergé. Pas seulement la préparation physique, mais un choix fondamental sur qui ils voulaient être. « Si on fait ça, » dit prudemment Mathieu, « il n'y a pas de retour en arrière possible. Gagnant ou perdant, tout le monde saura qu'on n'est plus les mêmes gamins qui ont commencé à ce dojo. »« Êtes-vous les mêmes gamins ?» demanda Daniel. Marc fléchit les mains, se souvenant de la frustration impuissante de ces premières semaines où chaque technique échouait et chaque session se terminait par une humiliation. « Non, on ne l'est plus. Mais et si on perd ?» insista Mathieu. « Et si 4 semaines d'entraînement ne suffisent pas pour battre des jeunes qui font ça depuis des années ?» Le sourire de Daniel était féroce de fierté paternelle. « Mon fils, ils font du karaté depuis des années. Vous, vous avez appris à vous battre. Il y a une différence. » Plus tard cette nuit-là, les jumeaux se retrouvèrent seuls dans leur chambre partagée, aux prises avec la complexité morale de leur situation. « Ça me semble mal, » dit doucement Mathieu. « Tous ces mensonges, l'entraînement secret, la planification de la vengeance. Ce qui me semble mal, c'est de les laisser penser qu'ils peuvent nous traiter comme ils veulent, » répondit Marc. « Ce qui me semble mal, c'est un système qui protège les brutes, parce que leurs parents signent des chèques. Mais si on les blesse au tournoi, si on se défend au tournoi, il y a une différence. » Mathieu resta silencieux un moment. « Y en a-t-il une ? Papa ne nous apprend pas la légitime défense, Marc. Il nous apprend à être des armes. Peut-être que c'est ce que nous devons être, ou peut-être que ça fait de nous des gens comme eux. » La conversation révéla la tension fondamentale qui s'était accumulée tout au long de leurs mois de préparation secrète. Ils avaient acquis les compétences physiques pour égaler leurs tortionnaires, mais les questions morales restaient non résolues. Pendant ce temps, dans sa propre chambre, Daniel fixait le plafond et se débattait avec ses propres dilemmes éthiques. Il avait passé sa vie d'adulte à enseigner à ses fils l'honneur, le respect et le travail au sein des systèmes pour résoudre les problèmes. Maintenant, il les entraînait à contourner ces mêmes systèmes par la violence. Mais le souvenir des blessures de ces garçons, les commentaires racistes entendus à travers les fenêtres du dojo, l'indifférence institutionnelle de Sensei Micho, tout cela justifiait ce qu'il faisait. N'est-ce pas ? La décision finale fut prise lors de leur conversation le lendemain soir dans le garage. « Le tournoi est dans 3 semaines, » dit Daniel, regardant chacun de ses fils à tour de rôle. « Si nous allons faire ça, je dois vous inscrire demain. Après ça, pas de retour en arrière. »« Pourquoi exactement est-ce qu'on s'inscrit » demanda Mathieu. « Juste le tournoi ou tout ce qui vient après ?» L'expression de Daniel devint sérieuse. « Mon fils, au moment où tu monteras sur ce ring et que tu montreras ce dont tu es vraiment capable, tout changera. Le dojo, les autres élèves, probablement la communauté. Tu feras une déclaration qui ne pourra pas être retirée. »« Bien, » dit Marc fermement. « J'en ai marre de me taire sur qui nous sommes et ce que nous pouvons faire. » Mathieu regarda son frère, voyant la détermination qui les avait portés à travers des mois d'abus systématiques. Malgré ses réserves, il savait que Marc avait raison. Ils avaient essayé d'être des victimes, essayé de travailler au sein du système, essayé d'endurer dans l'espoir que les choses s'amélioreraient naturellement. Rien n'avait fonctionné,
sauf devenir assez fort pour exiger le respect. D'accord, dit finalement Mathieu. Faisons-le. Daniel hocha la tête, la fierté et l'appréhension se disputant sur son visage. Alors demain, j'inscris mes fils à la division Open de l'Open Tricomptal. Et nous passerons les 3 prochaines semaines à nous assurer que vous êtes prêts pour tout ce qui suivra. Alors qu'ils commençaient leur séance d'entraînement du soir, les 3 hommes du bois comprirent qu'ils avaient de franchi une ligne d'où il n'y aurait pas de retraite. Le tournoi serait plus qu'une compétition, ce serait un règlement de compte. Le centre communautaire de Clairefontaine bourdonnait d'une énergie nerveuse, alors que compétiteurs, familles et spectateurs remplissaient le gymnase transformé pour l'Open Tricomptal. Des bannières de divers dojos pendaient des chevrons et plusieurs rings avaient été installés sur le sol poli. Les jumeaux Dubois étaient assis sur des chaises pliantes près de la table d'inscription, leur ceinture jaune contrastant vivement avec la mer de compétiteurs mieux classés qui s'échauffaient autour d'eux. Dubois, Marc et Mathieu, appela le coordinateur du tournoi en vérifiant son presse-papier. « Vous êtes sûrs de vouloir la division Open, les garçons ? Nous avons une belle catégorie ceinture jaune qui pourrait être plus appropriée. »« Nous sommes sûrs, » répondit Marc, sa voix stable malgré les papillons dans son estomac. Daniel se tenait derrière ses fils, observant Julien Lefebvre et Clément Moreau s'étirer avec leurs coéquipiers du dojo de la Voie du Guerrier. Les 2 adolescents portaient leur ceinture noire, avec une arrogance désinvolte, leur conversation parsemée de rires, alors qu'ils jetaient des coups d'œil vers la famille Dubois. « Regardez qui a décidé de se montrer, » dit Clément, assez fort pour traverser la zone d'échauffement. « Ça devrait être divertissant. » Julien fit un signe de tête vers les jumeaux. « J'ai presque pitié d'eux. »« Presque. » Sensei Michaud s'approcha du groupe, son expression mêlant surprise et agacement à peine dissimulée. « Monsieur Dubois, je ne savais pas que vos fils concouraient aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses dont vous n'êtes pas au courant, » répondit Daniel d'un ton égal. « Ring 3, division, combat Open, » annonça l'annonceur. Premier match, Clément Moreau contre Mathieu Dubois. Un silence tomba sur la section du dojo de la Voie du Guerrier, alors que l'improbable affrontement était annoncé. Plusieurs parents échangèrent des regards entendus, anticipant une démonstration rapide de la raison d'être des classements par ceinture. Mathieu se dirigea vers le centre du ring 3, sa ceinture jaune attirant les regards et les commentaires chuchotés de la foule. Clément suivit avec l'assurance fanfaronne de quelqu'un s'attendant à une victoire facile. « Saluez votre adversaire », instruisit l'arbitre. Le salut de Mathieu était respectueux mais pas servile. Celui de Clément était sommaire, presque moqueur. « Combattant prêt ? Commencez !» Clément se lança immédiatement dans une combinaison agressive, s'attendant à submerger son adversaire avec une technique et une expérience supérieures. Son premier coup de pied siffla dans le vide alors que Mathieu esquivait avec une précision fluide qui n'aurait pas dû être possible pour une ceinture jaune. La contre-attaque vint plus vite que quiconque ne s'y attendait. Mathieu réduisit la distance avec une vitesse explosive, assénant un coup de poing sec au plexus solaire de Clément qui le plia en 2. Avant que Clément ne puisse récupérer, Mathieu enchaîna avec un coup de genou qui l'attrapa aux côtes, lui coupant le souffle. « Point, Dubois !» annonça l'arbitre. Le visage de Clément devint blanc de choc et d'humiliation. Ce n'était pas possible. Les ceintures jaunes ne marquaient pas contre les ceintures noires, surtout pas avec une telle précision clinique. Clément se remit en position, son arrogance désinvolte remplacée par une agressivité désespérée. Il lança une autre attaque, enchaînant des combinaisons désordonnées alimentées par la panique et l'embarras. Mathieu absorba les premières frappes sur sa garde, puis contra avec une précision chirurgicale. Un crochet au corps, suivi d'un uppercut qui fit basculer la tête de Clément en arrière. La ceinture noire trébucha en arrière, le nez en sang, les yeux écarquillés de choc et d'une rage grandissante. Point, Dubois. Match, Dubois. Clément resta figé au centre du ring, son visage passant par l'incrédulité, l'humiliation et une fureur brûlante. Sa bouche s'ouvrit et se ferma sans un mot, alors que la réalité de sa défaite s'imposait.
Lorsque l'arbitre leva la main de Mathieu en signe de victoire, le sang-froid de Clément craqua finalement. « C'est impossible !» cria-t-il, sa voix se brisant d'émotion. « C'est une ceinture jaune, ça n'a aucun sens !» Pendant ce temps, Marc était appelé au ring 2 pour son match contre Julien Lefebvre. La confiance du garçon plus âgé s'était évaporée en regardant l'humiliation de son ami, remplacée par une panique à peine contrôlée. « Ça ne m'arrivera pas !» siffla Julien, alors qu'il se faisait face, sa voix tremblant de désespoir. « Je fais ça depuis que j'ai 8 ans. »« Tant mieux pour toi !» répondit calmement Marc. Le match commença avec Julien, employant une agressivité frénétique, jetant tout ce qu'il avait appris en années d'entraînement. Mais Marc avait appris la patience pendant ces semaines d'abus systématiques, et il attendit son moment. Quand Julien s'engagea dans un coup de pied haut, Marc esquiva en dessous et asséna un coup de coude dans les côtes exposées de son adversaire. L'impact fut audible dans tout le gymnase, et le cri de douleur de Julien porta clairement jusqu'aux spectateurs choqués. Avant que Julien ne puisse récupérer, Marc attrapa son adversaire déséquilibré et le projeta avec un fauchage de hanche qui envoya la ceinture noire s'écraser au tapis avec une force à briser les os. Point. Dubois. Julien lutta pour se relever, des larmes de rage et d'humiliation coulant sur son visage. La foule bourdonnait ouvertement maintenant, parents et compétiteurs essayant de comprendre ce dont ils étaient témoins. Le deuxième échange fut bref et dévastateur. Julien s'avança avec des frappes désordonnées et désespérées. Marc contra avec une précision chirurgicale, un direct à la gorge, suivi d'un balayage qui fit basculer Julien. Point. Dubois. Match. Dubois. Julien resta au sol pendant plusieurs secondes, son corps secoué de sanglots de pure humiliation. Quand il se releva enfin, son visage était un masque de haine et de fierté blessée. Le gymnase éclata en bavardage confus alors que les deux jumeaux Dubois se tenaient victorieux. La section du dojo de la Voix du Guerrier explosa en chaos. « C'est de la fraude !» cria Richard Lefebvre, se précipitant vers les officiels du tournoi. « Ces garçons ne sont pas des ceintures jaunes. Ce sont des tricheurs qui cachent leur niveau. » Guillaume Moreau était juste derrière lui, le visage violet de rage. « Ils ont caché leur vrai niveau. C'est de la triche !» Sensei Michaud rejoignit les parents en colère, sa voix tremblant de désespoir. Il y a eu une sorte d'erreur. Ces garçons ne pouvaient même pas se défendre il y a 2 mois. Quelqu'un les a entraînés illégalement. Ce sont des professionnels, continua Richard, pointant son doigt vers les jumeaux. Des combattants professionnels se faisant passer pour des débutants. J'exige une enquête. Le directeur du tournoi, un homme patient d'une 60aine d'années, tenta de calmer la situation. « Messieurs, j'ai vu l'inscription des garçons. Ce sont des ceintures jaunes légitimement classées de votre propre dojo. »« Alors ils ont menti sur leur expérience !» gronda Guillaume Moreau. « Aucune ceinture jaune ne se bat comme ça. C'est impossible !» Pendant ce temps, Julien et Clément se tenaient ensemble près de la zone assise de leur dojo, leur humiliation complète et publique. Les deux adolescents retenaient des larmes de rage, leur image soigneusement construite de supériorité brisée devant tous ceux qu'ils connaissaient. « Ce n'est pas fini », murmura Julien, sa voix rauque d'émotion. « Ils nous ont fait passer pour des imbéciles. Devant tout le monde. Ils ont triché d'une manière ou d'une autre, » répondit Clément, ses mains serrées en poing. « Les ceintures jaunes ne se battent pas comme ça. Ce n'est pas possible. » Daniel Dubois s'approcha des parents et des officiels agités, son expression dangereusement calme. « Y a-t-il un problème ici ? Vos fils sont des fraudeurs, » accusa Richard Lefebvre en désignant les jumeaux. « Ce ne sont pas des ceintures jaunes. Tout ça est un coup monté. Ils ont obtenu leur ceinture jaune dans votre dojo, » répondit Daniel d'un ton égal. « Il y a 2 mois, devant votre instructeur. » « Alors quelqu'un les a entraînés illégalement, » cria Guillaume Moreau. « Aucun débutant ne développe des compétences comme ça. Peut-être que vos fils ne sont tout simplement pas aussi bons que vous le pensiez, » dit Daniel, sa voix portant une menace tranquille. L'accusation frappa comme un coup physique.
Les deux pères reculèrent, leur visage rougissant d'une colère renouvelée à l'idée que leur fils parfait et supérieur, avait été légitimement vaincu par des enfants qu'ils considéraient comme inférieurs. « Nous savons ce que nous avons vu », gronda Richard. « Ces garçons ont humilié Julien et Clément exprès, les ont fait paraître faibles et stupides. »« Peut-être parce que Julien et Clément sont faibles et stupides », dit doucement Marc, apparaissant à côté de son père. Les mots frappèrent comme la foudre. Julien Lefebvre laissa échapper un cri de rage étranglé et se dirigea vers Marc, mais la sécurité du tournoi intervint rapidement. « Ça suffit !» annonça le directeur du tournoi. Les matchs étaient équitables et légitimes. Les résultats sont maintenus. Alors que les jumeaux recueillaient leur certificat de victoire et se préparaient à partir, l'atmosphère restait chargée d'une émotion dangereuse. L'humiliation systématique de Julien Lefebvre et Clément Moreau avait créé des ennemis qui ne pardonneraient ni n'oublieraient. La famille Dubois se dirigeait vers la sortie lorsque Julien et Clément se détachèrent de leurs parents et s'approchèrent par derrière. Leurs visages étaient striés de larmes de rage et d'humiliation, leurs mouvements désespérés et incontrôlés. « Hé !» appela Julien, sa voix se brisant d'émotion. Marc et Mathieu se retournèrent, encore sous l'effet de leur victoire. Ils virent deux brutes vaincus s'approcher, mais ne reconnurent pas le désespoir dangereux dans leurs yeux. « Vous vous croyez si malin !» gronda Clément en réduisant la distance. « Vous croyez avoir prouvé quelque chose aujourd'hui ?»« On a prouvé qu'on est meilleur que vous, » répondit Marc, sa confiance le rendant imprudent. C'était exactement ce que Julien et Clément avaient besoin d'entendre. Leur humiliation atteignit un point de rupture et toute prétention de sportivité s'évapora. Clément lança un coup de poing désordonné à la tête de Mathieu, tandis que Julien se jetait sur Marc avec un plaquage vicieux. Les deux jumeaux tombèrent lourdement, complètement pris au dépourvu par les coups bas. La foule éclata en cris choqués, alors que Julien et Clément commençaient à pleuvoir des coups de poing sur les garçons tombés, leur moi de colère frustrée explosant finalement en violence. Les coups bas avaient complètement pris les jumeaux au dépourvu, mais l'entraînement de leur père fit effet en quelques secondes. Marc roula loin des coups de poing désordonnés de Julien et se releva en position de combat, tandis que Mathieu absorbait les premières frappes de Clément et contrait avec un uppercut dévastateur qui fit chanceler la ceinture noire en arrière. « Tu veux un vrai combat ?» gronda Marc, son calme de tournoi remplacé par une fureur brute. « Allons-y !» Ce qui suivit ne ressembla en rien au combat contrôlé qu'ils venèrent de gagner. C'était un combat de rue, brutal et impitoyable, avec des mois de rage refoulés explosant finalement en violence. Marc attrapa Julien avec une combinaison qui lui fendit la lèvre et lui ensanglanta le nez, tandis que Mathieu démantelait systématiquement Clément avec le genre de frappe précise que leur père leur avait inculqué pendant ces séances d'entraînement secrètes. « Arrêtez ! Arrêtez !» cria le directeur du tournoi, mais sa voix se perdit dans le chaos alors que les spectateurs s'éloignaient de la bagarre qui s'étendait. Julien tenta de plaquer à nouveau Marc, mais le jumeau esquiva et lui asséna un coup de genou dans les côtes qui le plia en deux. Clément réussit à asséner un crochet désordonné à l'épaule de Mathieu, mais le contre-coup qui suivit l'envoya s'écraser contre une chaise pliante. Les gardes de sécurité atteignirent finalement la mêlée, attrapant les 4 combattants et les séparant de force. Julien et Clément étaient tous deux ensanglantés et meurtris, leur ceinture noire déchirée et tachée de leur propre sang. Les jumeaux, bien que respirant fort, montraient significativement moins de dommages malgré avoir été attaqués par derrière. « Que s'est-il passé ici ?» demanda le directeur du tournoi, le visage rouge de colère et d'embarras. « Ils nous ont attaqués par derrière !» dit Mathieu en essuyant le sang d'une lèvre fendue. « On s'en allait. »« Ce n'est pas ce qui s'est passé, » protesta Julien, sa voix pâteuse à cause de son nez cassé. « Ce sont eux qui ont commencé. Ils nous provoquent depuis toute la journée. »« En vous battant à la loyale, » rétorqua Marc. Daniel Dubois se fraya un chemin à travers la foule, son visage un masque de fureur contenue alors qu'il évaluait l'état de ses fils.
Les deux garçons étaient debout et alertes, mais le fait qu'ils aient été attaqués après avoir légitimement remporté leur match mit ses instincts protecteurs en alerte maximale. « Vous allez bien, les garçons » demanda-t-il, ses mains vérifiant s'il y avait des blessures graves. « On va bien, papa » répondit Marc. « Mieux qu'eux. » Richard Lefebvre et Guillaume Moreau arrivèrent en même temps, leurs visages oscillant entre l'inquiétude pour leur fils et la rage face à la situation. Julien et Clément semblaient tous deux être passés à la moulinette, leur fierté martiale réduite en poussière en même temps que leur dignité physique. « C'est une agression !» cria Richard en désignant les jumeaux. « Ces garçons ont attaqué mon fils !»« Après que votre fils les ait attaqués par derrière », répondit Daniel, sa voix dangereusement calme. Devant 200 témoins. Le directeur du tournoi consulta son équipe de sécurité et plusieurs officiels qui avaient été témoins de l'incident. La conversation fut brève et décisive. Julien Lefebvre et Clément Moreau sont disqualifiés de ce tournoi et bannis de toutes les futures compétitions régionales, annonça-t-il. Attaquer des adversaires après des matchs légitimes est totalement inacceptable. « Et eux » demanda Guillaume Moreau en désignant les jumeaux. « Ils se sont battus en retour. Ils se sont défendus contre une attaque non provoquée. Ce n'est pas seulement légal, c'est attendu. » La décision provoqua une onde de choc au sein du contingent du dojo de la Voix du Guerrier. Leurs élèves vedettes n'étaient pas seulement vaincus, ils étaient déshonorés, bannis et humiliés devant toute la communauté des arts martiaux. « C'est scandaleux !» protesta Sensei Michaud. « Il doit y avoir une erreur. La seule erreur a été de permettre à ces garçons de représenter votre école, » répondit froidement le directeur du tournoi. « Peut-être devriez-vous reconsidérer vos méthodes d'entraînement. » Alors que les secouristes examinaient les combattants blessés, l'étendue des dégâts devint claire. Julien avait le nez cassé, la lèvre fendue et ce qui semblait être des côtes meurtries. Clément arborait un œil au beurre noir, de multiples lacérations faciales et ménageait son bras gauche. Tous deux auraient besoin de soins médicaux. Les jumeaux, en revanche, n'avaient subi que des blessures mineures, malgré avoir été attaqués par derrière. L'entraînement de leur père les avait non seulement préparés à gagner des combats loyaux, mais aussi à survivre et à dominer des combats déloyaux. « Nous devrions porter plainte », dit Richard Lefebvre à sa femme, arrivé avec les autres parents. C'était clairement une agression préméditée. « Contre des enfants qui s'en allaient quand votre fils les a attaqués », intervint Daniel. « Bonne chance avec ça !» Les familles Lefebvre et Moreau se regroupèrent, leurs voix s'élevant alors qu'elles tentaient de digérer l'effondrement complet des carrières martiales de leurs enfants. Les interdictions suivraient Julien et Clément pendant le reste de leur adolescence, mettant effectivement fin à toutes les aspirations compétitives qu'ils auraient pu nourrir. « Ce n'est pas fini », dit Richard Lefebvre directement à Daniel, alors que les familles commençaient à se séparer. « Loin de là. C'est fini pour vos garçons, » répondit Daniel. « Ils ont fait leur choix quand ils ont attaqué les miens par derrière. » Alors que la famille Dubois rassemblait ses affaires et se préparait à partir, le gymnase bourdonnait de conversations excitées sur le tournant dramatique des événements. L'histoire se répandrait dans toute la communauté locale des arts martiaux en quelques heures. Comment 2 ceintures jaunes avaient non seulement vaincu des ceintures noires établies en compétition loyale, mais les avaient dominées dans le combat de rue qui avait suivi. « Papa, ils avaient l'air vraiment en colère quand on est parti », observa Mathieu alors qu'il se dirigeait vers le parking. « Les gens n'aiment pas voir leurs illusions brisées, » répondit Daniel. « Surtout quand ces illusions concernent la supériorité de leurs enfants. »« Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire ?» demanda Marc. Daniel resta silencieux un moment, ses instincts militaires analysant les menaces et les réponses potentielles. « Probablement rien d'intelligent. Les gens en colère prennent rarement de bonnes décisions. Le trajet du retour aurait dû être festif. Les jumeaux avaient obtenu une complète justification, prouvant leur valeur à la fois en compétition légitime et en combat de rue. Mais quelque chose dans les mots d'adieu des familles Lefebvre et Moreau suggérait que cette victoire avait un coût qu'ils n'avaient pas encore calculé. À la maison, les jumeaux nettoyèrent leurs blessures mineures,
pendant que Daniel s'assurait que toutes les portes étaient verrouillées et que le système de sécurité était armé. Appelez ça de la paranoïa ou de l'expérience, mais quelque chose lui disait que la confrontation au tournoi n'était que le début. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, 2 voitures remplies de parents en colère et d'adolescents humiliés avaient une conversation très différente sur les événements de la journée. Les familles Lefebvre et Moreau avaient passé des années à croire en la supériorité de leurs fils, en l'excellence de leur dojo et en leur propre position sociale. Tout cela avait été brisé en un après-midi par 2 enfants qu'ils avaient considérés comme inférieurs. La réponse rationnelle aurait été d'accepter la défaite et de passer à autre chose. Mais les réponses rationnelles nécessitaient des personnes rationnelles, et les familles réunies dans le salon des Lefebvre étaient loin d'être rationnelles. « Nous ne pouvons pas laisser passer ça », dit Richard Lefebvre, arpentant son salon luxueusement meublé. « Nos garçons ont été humiliés, bannis, détruits devant tous ceux que nous connaissons. »« Ce n'est pas juste », marmonna Clément à travers ses lèvres enflées. « Ils ont triché d'une manière ou d'une autre. Les ceintures jaunes ne se battent pas comme ça. »« Exactement », acquiesça Guillaume Moreau. « Il y a quelque chose qui ne va pas dans toute cette situation. Quelque chose qui doit être corrigé. » Au fil de la soirée, leur colère se cristallisa en quelque chose de plus dangereux que la déception. Elle devint un plan. Un plan qui impliquait de suivre la famille Dubois chez elle et d'avoir une conversation plus privée sur le respect et les conséquences. À 10 heures ce soir-là, 2 voitures étaient garées au bout de la rue des Dubois, leurs occupants observant la maison et planifiant leur prochain coup. La maison des Dubois se dressait tranquillement dans l'obscurité de la banlieue, ses fenêtres brillant d'une lumière chaude qui parlait de dîner en famille et de séances de devoirs. Daniel venait de finir de vérifier les serrures, une dernière fois, lorsque la sonnette retentit à 22h47. « Qui cela peut-il être à cette heure ?» demanda Lise Dubois depuis la cuisine où elle finissait la vaisselle. Daniel jeta un coup d'œil par la fenêtre avant et vit 2 hommes se tenant sur son porche sous la lumière extérieure. Richard Lefebvre et Guillaume Moreau, tous 2 portant encore les vêtements qu'ils avaient portés au tournoi, tous 2 rayonnant d'une agressivité à peine contenue. « Reste à l'intérieur », dit Daniel à sa femme, sa voix portant l'autorité calme qui l'avait bien servi dans l'armée. « Emmène les garçons dans leur chambre. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Lise, sentant immédiatement la tension dans la posture de son mari. « Rien que je ne puisse gérer. Fais juste ce que j'ai dit. » La sonnette retentit à nouveau, plus insistante cette fois, suivie de coups sourds qui résonnèrent dans toute la maison. Daniel ouvrit la porte mais laissa la chaîne de sécurité engagée, créant un espace de 10 cm à travers lequel il pouvait voir ses visiteurs inattendus. « Bonsoir, messieurs. Un peu tard pour une visite de courtoisie, n'est-ce pas ?»« Nous devons parler, » dit Richard Lefebvre, sa voix tendue par une fureur contenue. « De ce qui s'est passé aujourd'hui et de ce que vos garçons ont fait aux nôtres. Vos garçons ont attaqué les miens par derrière après avoir perdu des combats loyaux. Qu'y a-t-il à discuter ? Ouvre la porte, Dubois, exigea Guillaume Moreau en s'approchant de l'entrée. Nous n'allons pas avoir cette conversation à travers une fente. En fait, nous n'allons pas du tout avoir cette conversation. Il est presque 11 heures. Vous êtes sur ma propriété sans y être invité. Et vous êtes clairement agité. Il est temps de partir. » Daniel commença à fermer la porte, mais Richard Lefebvre poussa son épaule contre elle, l'empêchant de se fermer complètement. « Avez-vous la moindre idée de combien d'argent nous avons investi dans l'entraînement de nos garçons ?» gronda Richard à travers l'ouverture. « 7 ans de leçons, de frais de tournoi, d'équipement, de stages, des milliers d'euros. Et vos garçons ont tout détruit en un après-midi. Votre argent ne vous a valu que des brutes privilégiés. Ce n'est pas mon problème. Julien était en train d'être recruté par des programmes universitaires. » Intervint Guillaume Moreau, sa voix s'élevant de désespoir. « Des bourses complètes étaient en discussion. Maintenant, il est banni de la compétition jusqu'à ses 18 ans. Peut-être aurait-il dû y penser avant d'attaquer mon fils par derrière. Ce sont vos garçons qui devraient être bannis, » cria Richard. « Ce sont des fraudeurs, des tricheurs.
Les ceintures jaunes ne se battent pas comme ça. Mes garçons ont remporté leurs victoires à la loyale. Vos garçons ont mérité leurs interdictions en étant de mauvais perdants et de pires combattants. Les hommes sur le porche échangèrent des regards, leur frustration grandissant, alors que Daniel refusait de se laisser intimider ou d'être entraîné dans leur confrontation préférée. « Nous voulons une compensation », dit soudain Guillaume Moreau. « Une compensation financière pour ce que vos garçons ont coûté à nos familles. » Le rire de Daniel fut dur et sans humour. « Compensation? Pourquoi? Avoir appris à vos enfants que l'intimidation a des conséquences? Pour avoir détruit des années d'investissement? Pour avoir ruiné leur avenir? Leur avenir a été ruiné au moment où ils ont décidé de cibler mes garçons. J'ai juste aidé à accélérer le processus. « Ouvre cette porte », exigea Richard, sa patience finalement épuisée. « Nous allons régler ça correctement. » « Nous le réglons correctement. » « Correctement signifie que vous quittez ma propriété avant que j'appelle la police. »« Appelle-les !» cria Guillaume Moreau. « Nous leur parlerons de l'entraînement illégal de tes garçons, de la façon dont tu les as transformés en armes. Allez-y. Je leur parlerai des mois de harcèlement racial que vos garçons ont infligés aux miens. Voyez quelle histoire ils trouveront la plus convaincante. » Daniel décrocha la chaîne de sécurité et sortit sur le porche, fermant la porte derrière lui. Les deux pères s'écartèrent immédiatement, le flanquant dans ce qu'ils pensaient clairement être une formation intimidante. « Tu te crois fort parce que tu as été dans l'armée ?» ricana Richard. « Tu crois que ça te rend meilleur que nous? Je ne pense rien. Je sais que j'ai élevé de meilleurs fils que vous. »« Nos fils sont des champions, » protesta Guillaume Moreau. « Ils ont travaillé pendant des années pour mériter leur grade. Vos fils sont des brutes qui n'ont pas supporté de perdre contre des enfants qu'ils croyaient inférieurs. Tout cet entraînement, tout cet argent, et ils se sont quand même fait battre par des ceintures jaunes. » Les mots frappèrent comme des coups physiques. Les visages des deux hommes rougirent d'une rage renouvelée, alors que toute l'étendue de leur humiliation s'imposait à eux. « Tu les as ruinés, » dit Richard, sa voix baissant jusqu'à un murmure dangereux. « Des années de travail, fichues en l'air. Des opportunités universitaires, fichues en l'air. Tout ça parce que tu n'as pas pu apprendre à tes garçons à connaître leur place. » Leur place? La voix de Daniel portait un calme mortel. « Et où est-ce exactement? »« Tu sais très bien où, » dit Guillaume Moreau en s'approchant. La connotation raciale était enfin à découvert, laide et indubitable. L'entraînement militaire de Daniel prit le dessus alors qu'il évaluait la situation tactique. Deux civils, clairement émotifs, manifestement inexpérimentés en combat réel. « Dernière chance de vous en aller, » dit calmement Daniel. « Nous n'allons nulle part, » répondit Richard en lançant le premier coup de poing. Daniel esquiva facilement le coup désordonné et contra avec une frappe précise au plexus solaire de Richard qui le fit tomber à genoux, haletant. Guillaume Moreau se précipita en avant, frappant sauvagement. Mais Daniel attrapa son poignet et utilisa l'élan de l'homme pour le projeter violemment contre la rambarde du porche. « Restez à terre !» ordonna Daniel. Mais les deux hommes luttèrent pour se relever, leur fierté l'emportant sur leur douleur. Ce qui suivit fut une brève démonstration unilatérale de la différence entre un véritable entraînement au combat et la colère de banlieue. Richard réussit à asséner un coup effleurant à l'épaule de Daniel avant d'encaisser une combinaison qui lui ensanglanta le nez et lui fendit la lèvre. Guillaume Moreau s'en tira moins bien, finissant face contre terre sur le porche avec le genou de Daniel dans son dos. « Assez ?» demanda Daniel, respirant lourdement mais clairement en contrôle. Les deux hommes étaient trop meurtris et épuisés pour continuer à se battre, mais leur haine brûlait sans diminuer. « Ce n'est pas fini !» haleta Richard, le sang coulant de son nez. « Si, c'est fini !» répondit Daniel, relâchant Guillaume Moreau et reculant. « Vos garçons sont bannis, votre argent est gaspillé, et maintenant vous savez ce qui se passe quand vous amenez ça à ma porte. » Le son des sirènes approchant coupa l'air nocturne alors que les voitures de police tournaient dans la rue des Érables. Leurs gyrophares rouges et bleus
peignant les maisons de banlieue de couleurs alternées. Les voitures de police s'arrêtèrent devant la maison des Dubois, gyrophares allumés, projetant des ombres rouges et bleues sur la rue de banlieue. L'agent Martin sortit du véhicule de tête, sa main reposant nonchalamment sur son arme de service, alors qu'elle évaluait la scène. 2 hommes ensanglantés assis sur un porche, un autre debout calmement, les mains visibles. « Quelqu'un a appelé pour une perturbation », dit-elle, en s'approchant du groupe avec une prudence professionnelle. « C'était moi », répondit Daniel, sa voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait encore son système. « Ces hommes sont venus sur ma propriété en proférant des menaces après 23 heures. Quand je leur ai demandé de partir, ils m'ont attaqué. »« Ce n'est pas ce qui s'est passé », protesta Richard Lefebvre, luttant pour se relever tout en tenant un mouchoir sur son nez ensanglanté. « Il nous a agressés. Nous sommes venus ici pour parler et il nous a sauté dessus. » L'agent Martin regarda la scène avec des yeux expérimentés. Daniel Dubois se tenait détendu, mais alerte, montrant des signes minimes de confrontation physique. Les 2 autres hommes étaient clairement en moins bon état, avec des blessures compatibles avec le fait d'avoir été du mauvais côté d'une bagarre. « Monsieur, quel est votre nom ?» demanda-t-elle à Daniel. « Daniel Dubois. C'est ma maison, ma propriété. Ces hommes sont Richard Lefebvre et Guillaume Moreau. Ils se sont présentés sans y être invités, ont refusé de partir quand on le leur a demandé, et sont devenus physiquement agressifs. Nous avons tout à fait le droit de chercher des réponses, intervint Guillaume Moreau, sa voix pâteuse de douleur et de colère. Ces garçons ont détruit l'avenir de nos enfants aujourd'hui. Des années d'entraînement, des milliers d'euros, tout ça gaspillé à cause de ce qu'ils ont fait. Qu'ont-ils fait exactement ? Demanda l'agent Martin en sortant son carnet. Ils ont attaqué nos fils lors d'un tournoi d'arts martiaux, dit Richard. Les ont tabassés devant des centaines de personnes. Le rire de Daniel était sans humour. Mes fils ont remporté des matchs légitimes contre leurs garçons en compétition loyale. Ensuite, leurs garçons ont attaqué les miens par derrière. Les images de sécurité confirmeront tout. Le partenaire de l'agent Martin, l'agent Jean, avait parlé avec des voisins qui étaient sortis pour enquêter sur l'agitation. Il s'approcha du groupe avec des informations supplémentaires. Les voisins confirment avoir entendu des cris et vu ces 2 hommes s'approcher de la maison de manière agressive, rapporta-t-il. Madame Allaire, de l'autre côté de la rue, dit qu'elle les a vus pousser contre la porte lorsque le propriétaire a tenté de la fermer. Ils étaient en violation de propriété, dit calmement Daniel. Je leur ai demandé de partir à plusieurs reprises. Lorsqu'ils ont refusé et sont devenus physiques, je me suis défendu. C'est défendu ? La voix de Richard craqua d'indignation. Regardez-nous, regardez ce qu'il a fait. L'agent Martin étudia les 2 hommes blessés, puis regarda l'apparence relativement intacte de Daniel. Monsieur, avez-vous des antécédents militaires ou policiers ? 8 ans dans l'armée, dont 2 déploiements en combat, répondit Daniel. L'officier hocha la tête, comprenant immédiatement pourquoi le combat avait été si déséquilibré. 2 civils en colère contre un soldat entraîné n'allait jamais bien se terminer pour les civils. « Voici ce qui va se passer », annonça l'agent Martin. « Monsieur Lefebvre, Monsieur Moreau, vous allez tous les 2 recevoir des contraventions pour violation de propriété et trouble à l'ordre public. Monsieur Dubois, vous êtes dans votre droit de défendre votre propriété et vous-même, mais je recommande fortement à tout le monde de se calmer avant que cela ne dégénère davantage. »« Des contraventions » balbutia Guillaume Moreau. « Il nous a agressés. Vous étiez sur sa propriété à 11 heures du soir en train de proférer des menaces après qu'il vous ait demandé de partir. En France, cela s'appelle violation de propriété et harcèlement. Le fait que vous vous en soyez moins bien sorti dans la bagarre ne change pas qui a initié la confrontation. » Richard Lefebvre essuya le sang de son nez, son visage un masque de rage et d'humiliation. « Nos garçons sont bannis de la compétition à cause de ce que ces enfants ont fait. 7 ans d'entraînement, fichus en l'air. Des bourses universitaires, fichues en l'air. Et maintenant, c'est nous qui recevons des contraventions ?
Vos garçons sont bannis parce qu'ils ont attaqué d'autres compétiteurs après avoir perdu des matchs, répondit l'agent Martin. C'est une décision de l'organisation d'arts martiaux, pas une décision légale. À moins que vous ne vouliez ajouter le dépôt de fausses déclarations à vos contraventions. La menace plana dans l'air, alors que les deux hommes réalisaient que leur nuit ne faisait qu'empirer. Ils étaient venus chercher la confrontation et la validation, mais n'avaient trouvé qu'une humiliation supplémentaire et des conséquences légales. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, les jumeaux avaient regardé par la fenêtre de leur chambre, leur mère leur ayant à contre-cœur permis d'assister à la résolution des événements qu'ils avaient involontairement déclenchés. « Papa va bien », murmura Marc, le soulagement évident dans sa voix, alors qu'ils regardèrent leur père parler calmement avec la police. « Plus que bien », répondit Mathieu, notant l'état malmené des pères de leurs anciens tortionnaires. On dirait que ces types ont appris la même leçon que leur fils. Lise Dubois se tenait dans l'embrasure de la porte, sa formation d'infirmière luttant contre ses instincts protecteurs, alors qu'elle regardait son mari gérer les conséquences de la violence avec une précision militaire. « Votre père a toujours été doué pour régler les problèmes », dit-elle doucement. Dehors, la police finissait ses formalités et se préparait à dégager les lieux. Les deux pères blessés étaient assis à l'arrière de voitures de patrouille séparées, leurs contraventions étant traitées pendant qu'ils recevaient des soins médicaux de base pour leurs blessures. « Monsieur Dubois », dit l'agent Martin en s'approchant de Daniel alors que la situation se calmait. « Vous vous êtes bien comporté ce soir, mais je vous recommanderais d'installer des caméras de sécurité et peut-être de varier la routine de votre famille pendant un certain temps. Des gens comme ça gardent parfois rancune. »« Déjà prévu, » répondit Daniel. « Merci d'avoir répondu si rapidement. Juste notre travail. Et monsieur Dubois? Vos garçons ont bien agi aujourd'hui. Parfois, les brutes ont besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. » Alors que les voitures de police s'éloignaient, emmenant Richard Lefebvre et Guillaume Moreau faire face à une garde à vue et à des contraventions, Daniel se tenait sur son porche, observant la paisible rue de banlieue. La confrontation qui l'attendait depuis le tournoi était terminée, résolue de manière décisive en faveur de sa famille. Les jumeaux sortirent de la maison, leur visage mêlant soulagement et adrénaline résiduelle des événements de la nuit. « C'est fini, papa ?» demanda Mathieu. Daniel regarda ses fils, tous deux plus forts, plus confiants et plus capables qu'ils ne l'avaient été quelques mois auparavant. Ils avaient affronté l'intimidation systématique, surmonté l'indifférence institutionnelle et étaient sortis victorieux contre des adversaires qui les avaient considérés comme inférieurs. « C'est fini, » dit-il fermement. « Ils savent maintenant que vous n'êtes pas des victimes, les garçons, que notre famille ne se laissera pas faire. Et surtout, ils savent que les actions ont des conséquences. » Marc hocha la tête, comprenant la leçon plus profonde que leur père leur enseignait. On ne commence pas les bagarres, mais on les termine. Exactement. Mais on ne cherche pas non plus les ennuis. Ce soir, c'est eux qui nous ont apporté des ennuis. C'est différent. Alors qu'ils rentraient à l'intérieur, Daniel jeta un dernier regard à son quartier tranquille. Demain, il y aurait des papiers à remplir, des systèmes de sécurité à installer et probablement des conversations difficiles avec les administrateurs de l'école et les officiels du tournoi. Mais ce soir, sa famille était en sécurité. Ses fils avaient appris la valeur de se défendre et deux pères tyranniques avaient découvert que leurs enfants n'étaient pas les seuls à pouvoir faire face aux conséquences de leurs actes. La leçon était complète. La victoire totale et la transformation des jumeaux Dubois de victimes en vainqueurs absolument définitive. 6 semaines après le tournoi, le dojo de la Voix du Guerrier était vide, à l'exception de Sensei Robert Michaud, qui emballait du matériel dans des cartons avec la résignation méthodique d'un homme regardant l'œuvre de sa vie s'effondrer autour de lui. L'enquête avait été rapide et approfondie. L'Association régionale d'arts martiaux avait interrogé des élèves, des parents et des témoins du tournoi, dressant un tableau accablant de harcèlement systématique permis par un instructeur qui accordait la priorité à l'argent des donateurs plutôt qu'à la sécurité des élèves.
La certification d'enseignement de Michaud avait été révoquée et la charte du dojo avec l'organisation nationale suspendue de façon permanente. 30 familles ont annulé leur adhésion en 2 semaines, marmonna Michaud pour lui-même en enveloppant sa collection de ceintures noires dans du papier de soie. 15 ans à construire cet endroit, parti en fumée. La réalité financière avait été brutale. Sans les contributions mensuelles substantielles des familles Lefebvre et Moreau, et avec les parents retirant leurs enfants en masse après avoir appris le scandale du harcèlement, le dojo ne pouvait pas payer son loyer. Le propriétaire avait été compatissant mais ferme. Les entreprises qui généraient une publicité négative n'étaient pas les bienvenues dans son centre commercial. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, à l'Académie d'arts martiaux Intégrité nouvellement ouverte, les jumeaux Dubois démontraient des techniques à un groupe d'élèves plus jeunes. Le nouveau dojo, dirigé par un ancien marine nommé Maître Tran, avait attiré de nombreuses familles qui avaient fui la voie du guerrier après l'éclatement du scandale. « Ah, rappelez-vous, les arts martiaux consistent à vous protéger et à protéger les autres », expliqua Marc à une ceinture blanche de 8 ans qui luttait avec un blocage de base. « Il ne s'agit jamais de blesser des gens qui ne peuvent pas se défendre. »« C'est exact », ajouta Maître Tran, observant les jumeaux travailler avec leurs élèves. Ces jeunes hommes comprennent ce que signifient les vrais arts martiaux. La force utilisée pour protéger, non pour intimider. Les jumeaux avaient progressé rapidement sous la direction de Maître Tran, obtenant leur ceinture orange moins d'1 mois après avoir rejoint la nouvelle école. Plus important encore, ils avaient trouvé leur place en tant qu'élèves seniors respectés qui aidaient les nouveaux membres à s'adapter à l'entraînement sans crainte de harcèlement. J'ai entendu dire que Julien Lefebvre travaille maintenant au bureau d'assurance de son père, mentionna Mathieu pendant une pause entre les cours. Clément Moreau suit des cours en ligne au lieu de retourner au lycée de Clairefontaine. Bien, répondit Marc sans méchanceté. Peut-être qu'ils apprendront quelque chose d'utile. Les répercussions du tournoi s'étaient étendues bien au-delà de la communauté des arts martiaux. L'entreprise d'assurance de Richard Lefebvre avait perdu plusieurs clients après que la nouvelle de sa confrontation nocturne chez les Dubois se soit répandue. Guillaume Moreau n'avait pas obtenu de promotion dans son cabinet d'avocat, sa réputation professionnelle ternie par les citations de la police et la publicité associée. Au lycée de Clairefontaine, l'histoire était devenue une légende. Les jumeaux Dubois, autrefois considérés comme de nouveaux venus discrets, étaient désormais connus comme les frères qui avaient fait tomber les brutes des arts martiaux de la ville et exposé la corruption au dojo le plus établi de la région. « C'est bizarre d'être célèbre pour s'être battu », confia Mathieu à son frère alors qu'il rentrait du nouveau dojo. « Les gens n'arrêtent pas de nous demander de raconter l'histoire. »« Dans mieux que d'être célèbre pour s'être fait tabasser », répondit Marc avec un sourire. À la maison, Daniel Dubois installait la dernière des caméras de sécurité autour de leur propriété. Une précaution qui s'était avérée inutile, car les familles Lefebvre et Moreau s'étaient retirées dans un isolement embarrassé suite à leurs difficultés judiciaires. « Comment s'est passée la classe ?» demanda-t-il alors que les jumeaux entrèrent par le garage. « Bien. Maître Tran dit qu'on pourrait être prêt pour la ceinture verte d'ici Noël, » rapporta Mathieu. « Plus importante encore, on a aidé 3 nouveaux enfants avec leur technique aujourd'hui, » ajouta Marc. « Personne ne se fait embêter dans notre nouvelle école. » Daniel hocha la tête avec satisfaction. La transformation était complète. Ses fils étaient passés de victimes à protecteurs, utilisant leurs compétences durement acquises pour s'assurer que d'autres enfants ne subiraient pas le harcèlement systématique qu'ils avaient enduré. Lise Dubois sortit de la cuisine, son expression mêlant fierté et inquiétude persistante pour la sécurité de sa famille. « Des nouvelles de la date de fermeture officielle du dojo ?»« Fin du mois, » répondit Daniel. « Michaud essaie de vendre son matériel, mais la plupart des écoles ne veulent rien toucher qui soit associé à son programme. Et Julien et Clément? Ont-ils trouvé d'autres endroits pour s'entraîner? »« Peu importe, » dit Marc fermement. « Ils sont bannis de la compétition jusqu'à leurs 18 ans de toute façon. Et même alors, leur réputation les suivra. »
La conversation fut interrompue par un coup à la porte d'entrée, un son qui déclenchait encore une vigilance prudente dans la maison des Dubois. Mais ce visiteur était attendu et bienvenu. Maître Tran se tenait sur le porche, tenant une enveloppe Kraft et arborant le genre de sourire qui suggérait de bonnes nouvelles. « Je voulais vous les remettre personnellement », dit-il en tendant l'enveloppe à Daniel. « Les certificats officiels pour les promotions de ceinture orange de Marc et Mathieu, plus quelque chose en plus. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient les certificats de ceinture ainsi que des lettres de recommandation pour un programme de leadership pour jeunes dirigé par l'Association nationale d'arts martiaux. Ils veulent que les garçons aident à former des instructeurs aux techniques anti-intimidation, expliqua Maître Tran. Apparemment, leur histoire a attiré l'attention au niveau national. D'autres écoles veulent apprendre à prévenir ce qui s'est passé à la Voix du Guerrier. Les jumeaux échangèrent des regards, leur communication silencieuse aussi forte que jamais. Après des mois passés à être des cibles, on leur demandait d'aider à protéger les autres d'expériences similaires. « Nous serions honorés », dit Mathieu, parlant pour eux deux. Alors que Maître Tran partait et que la famille s'installait dans sa routine du soir, la transformation qui avait commencé dans un garage, avec un sac de frappe et des pattes d'ours, atteignit sa conclusion naturelle. Les jumeaux Dubois n'avaient pas seulement appris à se défendre, ils étaient devenus des leaders, des exemples de la façon dont les victimes pouvaient devenir des protecteurs grâce à la détermination et à un entraînement approprié. « Vous êtes fiers de ce que vous avez accompli, les garçons ?» demanda Daniel, alors qu'ils étaient assis autour de la table du dîner. « Fiers de ne pas avoir abandonné », répondit Marc. « Fiers d'avoir prouvé que nous avions notre place, où que nous choisissions d'être, ajouta Mathieu. Et fiers de pouvoir aider d'autres enfants à éviter ce que nous avons traversé, dirent-ils ensemble, leur synchronisation gémellaire intacte malgré tous les changements dans leur vie. Dehors, Clairefontaine continuait son existence paisible de banlieue, mais les dynamiques de pouvoir qui avaient autrefois semblé fixes et permanentes avaient été complètement réécrites. Les brutes avaient été démasqués et vaincus. L'instructeur corrompu avait tout perdu. Et deux jeunes hommes qui avaient autrefois été considérés comme des cibles faciles étaient désormais des leaders respectés dans leur communauté. Parfois, la justice venait lentement, par le biais des tribunaux, des comités et des procédures officielles. Mais parfois, elle venait rapidement, rendue par ceux qui refusaient d'accepter que la force n'appartenait qu'à ceux qui en abusaient. Les jumeaux Dubois avaient bien appris les deux leçons, et ils les porteraient en eux pour le reste de leur vie. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Veuillez aimer la vidéo et vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné pour vous deux histoires qui, je pense, vous plairont. Passez une bonne journée.